Bonjour, aujourd'hui on se lance dans une sorte d'enquête écologique. Ça commence comme un polar, avec un mystère un peu bizarre dans une banlieue toute neuve, un endroit où les seules victimes, a priori, ce sont le silence et les poubelles. Alors, pour bien comprendre, il faut planter le décor. Imaginez un quartier résidentiel flambant neuf, construit là où, avant, il y avait des marais. A priori, le rêve, des belles maisons, des jardins impeccables. Sauf que, très vite, les habitants ont dû faire face à un petit problème, une nuisance incarnée par cet animal. Et c'est là que le mystère s'épaissit. Un article de la Gazette des Alouettes de l'époque pose le problème. D'un côté, un silence de mort, pas un chant d'oiseau, rien. Et de l'autre, eh bien des renards qui, eux, n'ont peur de rien. Ils sont de plus en plus effrontés, ils se rapprochent des maisons. Alors la question c'est, quel est le lien? Comment expliquer ces deux choses qui n'ont, a priori, rien à voir? Ok, alors pour résoudre cette énigme, on doit se transformer en détectives, des détectives de l'écologie. Les indices, ils sont pas cachés sous un tapis, ils sont dans les règles de base de n'importe quel écosystème. Il faut d'abord comprendre comment tout ça fonctionne. Qui sont les joueurs sur le terrain? Alors, première étape de notre enquête, identifier les suspects, ou plutôt les acteurs. Dans un écosystème, c'est un peu comme au théâtre en fait. Chaque être vivant a un rôle bien défini à jouer. Et tout en bas de l'échelle, à la base de tout, on trouve les producteurs. En gros, ce sont les plantes, les végétaux. Et ils sont un peu magiques quand on y pense. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont besoin de manger personne. Ils fabriquent leur propre nourriture avec juste de la lumière, de l'eau et les minéraux du sol. C'est vraiment la fondation, le point de départ de toute l'énergie qui circule. Au-dessus des producteurs, il y a les consommateurs. Ça, ce sont les animaux. Eux, pour avoir de l'énergie, pas le choix, il faut manger d'autres êtres vivants, que ce soit des plantes ou d'autres animaux. Et c'est comme ça que l'énergie circule, elle est transférée d'un niveau à l'autre. Et enfin, le troisième rôle, et pas des moindres, ce sont les héros de l'ombre de l'écosystème, les décomposeurs. On parle ici des bactéries, des champignons, des vers de terre. Leur boulot est absolument crucial. Ils s'occupent de tout ce qui est mort, les feuilles, les animaux. Ils décomposent tout ça pour le retransformer en minéraux. Des minéraux qui vont retourner dans le sol pour nourrir les producteurs. Ce sont les recycleurs ultimes de la nature. Et regardez ce dessin, il est génial parce qu'il montre parfaitement comment la boucle est bouclée. Les producteurs créent la matière, les consommateurs la font circuler et les décomposeurs la recyclent pour que les producteurs puissent tout recommencer. C'est un cycle, un cercle parfait. Dans la nature, rien ne se perd, tout se transforme. Bon, maintenant qu'on connaît les acteurs, il faut comprendre leurs relations. Comment est-ce qu'ils interagissent entre eux? Est-ce que c'est une simple ligne droite ou est-ce que c'est un petit peu plus compliqué que ça? Alors, la version la plus simple de ces relations, c'est ce qu'on appelle une chaîne alimentaire. C'est hyper simple, une ligne droite. La feuille est mangée par la chenille, qui est mangée par la mésange, qui est mangée par la buse. La flèche veut juste dire est mangée par. L'énergie suit un chemin tout tracé, très linéaire. Oui, mais voilà, la nature, c'est rarement aussi simple. En réalité, ça ne ressemble pas à une chaîne, mais plutôt à ça, un réseau alimentaire. Une toile immense et complexe où tout est interconnecté. Une buse, par exemple, elle ne mange pas que des mésanges. Et un renard, il a plusieurs options à son menu. C'est ce fouillis apparent qui donne sa force, sa résilience à l'écosystème. Et ça, c'est un point absolument capital pour notre enquête. Ça veut dire que chaque élément de cette toile, chaque maillon, a son importance. Si on en retire un seul, même un tout petit, qui a l'air de rien, eh bien ça peut avoir un effet domino et déstabiliser tout le reste de l'écosystème. Gardons bien cet indice en tête. Allez, on avance. On a un autre indice essentiel à examiner. Cette fois, la question n'est plus qui mange qui, mais plutôt combien y en a-t-il? Une question de chiffres. On s'est déjà tous fait la remarque, non? Il y a toujours beaucoup plus de végétaux que d'animaux qui les mangent, et beaucoup plus de proies que de prédateurs. Pourquoi y a-t-il infiniment plus de plancton que de baleines? Eh bien non, ce n'est pas du tout un hasard. La réponse, elle est là dans ce qu'on appelle la pyramide alimentaire. Regardez, c'est très visuel. La quantité d'individus diminue à chaque étage. Pour faire simple, il faut une biomasse énorme de producteurs à la base pour supporter un nombre beaucoup plus petit de consommateurs au-dessus. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois qu'un animal en mange un autre, une grande partie de l'énergie est perdue. Donc, pour que le prédateur tout en haut puisse survivre, il faut une base gigantesque. Et voilà, on a toutes les pièces du puzzle. On a les rôles de chacun, producteur, consommateur, décomposeur. On a compris que ce n'est pas une chaîne, mais un réseau complexe. Et on a la loi de la pyramide. Avec tout ça, on peut retourner dans notre banlieue et enfin résoudre ce mystère des renards. Alors, rappelons le premier fait, le crime originel si on peut dire. Le quartier a été bâti sur un marais qu'on a asséché. Et en faisant ça, sans même y penser, les promoteurs ont complètement détruit la base de la pyramide alimentaire du coin. Plus de producteurs. Les plantes, les insectes, toute la petite vie du marais, anéantie.
À partir de là, c'est l'effet domino dont on parlait. C'est implacable. Premièrement, le marais disparaît. Deuxièmement, les insectes et les petites bêtes qui vivaient là disparaissent avec lui. Troisièmement, les oiseaux qui n'ont plus rien à manger désertent la zone. Voilà d'où venait ce fameux silence. Et quatrièmement, les renards qui chassaient ces petits animaux se retrouvent le ventre vide. Alors ils se tournent vers la seule nourriture disponible, les poubelles. Le mystère est résolu. Mais l'enquête ne s'arrête pas à la résolution du mystère. Parce qu'une fois qu'on a compris le pourquoi, il reste une question, on fait quoi maintenant? La communauté s'est retrouvée face à un vrai dilemme. Sur la table, il y avait deux options, deux philosophies. La première solution, c'est la solution rapide, radicale. On abat les prédateurs. Le problème, c'est qu'en faisant ça, on s'attaque aux symptômes, mais pas du tout à la cause. Et puis, il y avait la deuxième solution. Aménager un grand parc, recréer un étang. En gros, au lieu de tuer le renard, on répare ce qu'on a cassé, on s'attaque à la racine du problème en reconstruisant l'écosystème. Et la logique derrière cette deuxième idée est imparable. Si on recrée un habitat, les insectes et les petits mammifères vont revenir. Et si les proies naturelles des renards reviennent, eh bien, les renards n'auront plus besoin d'aller faire les poubelles. Ils retourneront simplement à leur vie de renard. C'est une solution qui cherche à restaurer un équilibre, une solution durable. Au final, cette histoire de renards de banlieue nous laisse avec une question bien plus vaste. Eux, ils ont retiré le premier maillon de leur chaîne, la base de tout, et ils en ont payé le prix. Et ça nous pousse à nous demander, autour de nous aujourd'hui, quels sont les maillons invisibles, ces petites choses qu'on ne voit pas, qu'on est peut-être en train de faire disparaître sans même s'en rendre compte.